Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de test du LG Optimus G Pro. Alors, le LG Optimus G Pro, c'est le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux sur cette vidéo. C'est aussi le dernier né du constructeur sud-coréen, un mobile que l'on avait eu l'occasion de vous présenter donc en preview lors d'une vidéo du salon réalisée sur le salon MWC 2013. C'était à Barcelone en février 2013 donc. Aujourd'hui, c'est la vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur ce téléphone. On va s'attarder sur ce téléphone, comme d'habitude, sous deux grands aspects, les deux grandes parties de la vidéo. Première partie, c'est le matériel, donc le hardware en anglais. On va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder à quoi ressemble ce mobile. Quels sont les composants dont il est doté, la performance en termes de vélocité, la connectivité. Donc c'est vraiment le matériel que nous allons regarder. La deuxième partie de cette vidéo va porter sur le système d'exploitation, qui n'est autre qu'Android, mais ça les amateurs avertis l'auront reconnu. La surcouche constructeur, puisqu'il y en a une, et puis finalement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc ce sont les deux grandes parties classiques dans les vidéos de Top for Fun, matériel, software, enfin matériel logiciel, hardware, software, un grand classique. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste resituer un petit peu ce qu'est ce fameux LG Optimus G Pro. Alors c'est le G Pro, c'est comme son nom le laisse supposer la version Pro du G, à savoir donc qu'il y a bien eu un LG Optimus G tout court et qui est encore commercialisé actuellement. Le LG Optimus G, d'ailleurs, je vous l'avais présenté lors d'une vidéo de test. Et pour petit rappel, le G, tout court, est en fait une copie non brandée du Nexus 4, mais en version 4G. Donc la différence entre le Nexus 4, qui était déjà un très très bon téléphone en 2012, et l'Optimus G, c'est que l'Optimus G est en fait un téléphone qui est doté de la 4G. C'est la principale différence. Il y a aussi une petite différence de design, et aussi d'habillage, puisque le G a une surcouche graphique, que n'a pas le Nexus 4, puisqu'il est stock Android. Alors le G Pro, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une version buildée, mais vraiment costaud du G. Et ça, on va le voir tout au long de cette vidéo. On va regarder, on va voir que ce téléphone est finalement le téléphone des superlatifs. Il est meilleur, il est plus puissant, il est beau, il est tout ce que vous voulez, mais à chaque fois, c'est le mobile des superlatifs. Il est meilleur, meilleur, meilleur. Alors le G, plus particulièrement et plus précisément le G Pro, c'est aussi un mobile que l'on connaît en Europe sous la référence E985. Il faut savoir qu'il existe en trois versions ce mobile. Il est en trois versions en fonction du marché sur lequel il est commercialisé. Le sud-est asiatique notamment, et donc la Sud-Corée, puisque ce téléphone est un téléphone LG et que LG est un sud-coréen, eh bien ce téléphone a une référence là-bas, il en a une autre pour le marché américain, et aujourd'hui en Europe on en a une autre de mémoire, donc je crois que c'est le 985, E985. Alors le LG Optimus G Pro, autre petite particularité, donc c'est un mobile qui est un ultra haut de gamme, certes, c'est un mobile qui va donc s'affronter en frontal, c'est de la concurrence frontale, donc avec du Sony Xperia Z et du HTC One et du Samsung Galaxy S4, donc c'est vraiment le concurrent frontal. Et c'est un mobile qui en juillet 2013 vaut un tout petit peu moins de 600 €, puisqu'il est vendu à 599 €, et notamment sur la boutique de notre partenaire, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, si vous la regardez sur YouTube notamment. Alors, eh bien, on va commencer la vidéo. En tout cas, on va commencer le test à proprement parler après ce petit récapitulatif. Le premier point, donc, c'est le matériel. Et puis, le premier point, c'est finalement l'esthétique. Alors, vous allez le voir, le G Pro, donc, comme je l'ai évoqué, c'est le téléphone des superlatifs. Et ça n'est pas pour rien. Parce que tout simplement, vous le voyez déjà peut-être, au premier regard, vous le voyez, c'est un... Alors, je vais le confronter avec un Nexus 4 et son écran 4,7 pouces. 4,7 pouces. Et là, on a 5,5 pouces. Donc on est sur un téléphone qui est un phablet. Le G Pro est donc un phablet de 5,5 pouces. C'est la même dimension, c'est la même diagonale qu'un Samsung Galaxy Note 2. Donc on est sur un très grand phablet. On est sur un très grand phablet qui, malgré tout, alors il est long, il est large, forcément il faut bien caser l'écran quelque part, vous en doutez, 5,5 pouces, on ne peut pas le plier, donc forcément on est bien obligé d'avoir des dimensions relativement conséquentes. Par contre, bon point, il est relativement fin, puisque finalement son épaisseur n'est que de 9,4 mm. Alors j'ai peur de dire une bêtise, je vais juste reprendre ma petite fiche pour être sûr de vous donner l'exacte dimension, et non c'est bien ça, je ne me suis pas planté, le fail c'est pas pour tout de suite. Donc on est bien avec 9,4 mm d'épaisseur. Alors des dimensions qui sont relativement conséquentes, puisque finalement le téléphone, lui, pour le reste, en longueur et en largeur, alors longueur c'est 15 cm, largeur c'est 7,6 cm. 15 cm, 7,6 et un petit peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Voilà les dimensions d'un téléphone qui sont, vous le voyez, relativement conséquentes. Un téléphone que l'on peut malgré tout prendre en main, du moins dans les mains d'un adulte tel que moi, vous voyez, donc j'ai pas trop de difficulté à le tenir en main. Bon, certes, ça dépasse, c'est un phablet de 5,5 pouces,
Là où ça devient un petit peu, on va dire, tricky, un petit peu difficile, c'est lorsqu'il faut l'utiliser d'une seule main au pouce. Bon, effectivement, j'arrive encore à avoir mon pouce qui arrive aux deux côtés de l'écran, mais sur la longueur, c'est un petit peu plus complexe. Et en termes de diagonale, lorsque je dois toucher le caractère qui se trouve en bas à droite, j'ai un peu de mal, je suis obligé de tirer sur les doigts. Donc grosso modo, tout ça pour vous dire que 5 pouces pour moi, c'est la diagonale maximum à ne pas dépasser pour pouvoir utiliser sereinement un téléphone d'une seule main. Quand on est à 5,5 pouces, il est possible, en fonction de la taille de vos mains bien sûr, et ça dépend que de vous malheureusement, il est possible que vous soyez obligé d'utiliser vos deux mains, notamment tout simplement pour, je sais pas, ne serait-ce que taper un SMS, y compris en mode portrait. Donc voilà la particularité, on est sur un téléphone qui a un très grand écran, 5,5 pouces, c'est le même dilemme que ce que l'on a finalement avec le Samsung Galaxy Note 2 qui lui aussi vous oblige dans certaines conditions à devoir être utilisé avec deux mains. Voilà, c'est là effectivement la contrepartie, on va dire un petit peu négative des très très grands écrans. Malgré tout, on est sur un téléphone qui possède de très très bons points. En termes de prise en main, comme je vous l'évoquais, ça tient totalement et parfaitement bien. Donc c'est un téléphone qui se prend bien en main. Et ça, c'est en raison de sa faible épaisseur finalement. Et puis sa faible épaisseur donne aussi un sentiment agréable d'utilisation. On est loin d'avoir le sentiment d'avoir une brique dans la main. Voilà, je suis peut-être pas très très clair, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, lorsque l'on a une épaisseur aussi, on va dire fine, aussi raisonnable, on n'a pas l'impression de téléphoner avec une brique. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, qui est à l'avantage finalement de ce téléphone, c'est que malgré la dimension relativement conséquente de son écran, on a un poids qui lui reste tout à fait raisonnable. 172 grammes, c'est le poids de ce fameux G Pro. Bon, et bien ça reste dans la bonne norme, en tout cas pour un phablet de 5,5 pouces. Rien de catastrophique. Donc oui, on a plaisir à utiliser ce téléphone. Parfois, dans certaines conditions, il faudra l'utiliser avec deux mains. Sachez-le. Alors, deux autres notions que j'aime bien montrer sur ce téléphone avant de faire le tour du propriétaire, donc avant de regarder côté par côté ce à quoi il ressemble. C'est le test de torsion. Donc à savoir que ce téléphone a une très bonne rigidité. Donc là effectivement je suis en train de forcer, donc forcément en train de forcer, là je fais une belle lapalissade. Le téléphone, j'arrive à lui donner une très légère courbure. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la carrosserie est encore en plastique. On n'est pas sur un téléphone en aluminium comme pourrait l'être par exemple le HTC One ou un Apple iPhone 5. On est sur un téléphone qui est doté d'une carrosserie plastique, d'ailleurs à contrario d'un, je le rappelle, Nexus 4 qui lui est doté d'une double couche en verre qui a l'avantage de rigidifier au maximum le téléphone. Ici, il n'y a que la face avant qui finalement sert d'élément de rigidité. D'ailleurs, la face avant, elle est extrêmement, elle, pour le coup, rigide, puisqu'elle résiste très bien à la pression. C'est une bonne dalle tactile qui équipe ce fameux LG Optimus G Pro. Une dalle tactile qui est une dalle tactile certes capacitive, ça on y reviendra, mais c'est une dalle tactile qui utilise une vitre qui en elle-même est rigide. Donc c'est un bon point. Alors maintenant faisons le tour du propriétaire du téléphone. Alors pour l'occasion je vais juste me permettre de vous évoquer deux choses. Premièrement j'ai désactivé l'extinction automatique de l'écran, ça c'est la première chose et ça c'est heureusement pour la vidéo. Vous imaginez bien que c'est toujours plus agréable d'avoir un écran allumé que d'avoir un écran qui s'éteint, première parenthèse. Deuxième parenthèse, j'ai mis le taux de luminosité à un peu plus de 50%. D'habitude je le mets à 50%, voilà pour le coup je l'avais mis à 60, 70. Bon, là je le laisse à 60. En raison de conditions lumineuses extérieures qui sont un petit peu importantes. C'est-à-dire que là, je suis en train de le faire avec une lumière du jour assez vive, et donc forcément, pour contrebalancer, je suis obligé de forcer la luminosité de cet écran. Deuxième point. Troisième point, vous l'aurez remarqué ici, il y a les touches donc de navigation sensitives qui sont constamment rétroéclairées. C'est une option que vous pouvez gérer dans votre téléphone, et j'ai décidé pour la vidéo justement de la laisser constamment allumée. Ce qui forcément, tous ces éléments-là, outre les conditions, notamment la connectivité, les connexions, vont pénaliser la batterie que vous allez probablement voir fondre comme neige au soleil. Donc soyez avertis de ce point-là. Effectivement, là j'ai tout mis à fond et tout ça pour les besoins de la vidéo. Alors, petite parenthèse faite, maintenant attardons-nous sur le design du téléphone et notamment sur sa face avant. Bouton physique ici qui présente la particularité, comme tous les LG L3, L2, L3.2, L5.2, L7.2, bon, toute la nouvelle série des L, d'être aussi une lettre de notification. C'est-à-dire que vous avez peut-être noté qu'autour du bouton physique Home, accueil, donc ici on a une sorte de petit chrome en fait tout autour. En fait c'est pas vraiment un chrome, c'est une sorte de plexiglas et en fait il y a un effet de lumière, donc de LED de notification tout autour de ce bouton. Ça c'est la particularité que l'on verra notamment lorsque j'éteindrai et je rallumerai le téléphone. Première particularité. Autre particularité, donc vous l'avez vu, les touches sensitives. Ici on a une touche back, ici on a une touche menu contextuelle et la touche, et ça c'est le fail de la vidéo notamment, c'est le petit scooter qui vient de passer, merci à lui. Donc le fail le voici. Donc la touche Home ici en appui long sert en fait tout simplement à gérer le multitâche et forcément vous l'avez vu, à vider le multitâche si nécessaire. Donc voilà la fonctionnalité, les fonctions de ces trois fameux boutons que vous voyez en bas, un bouton physique, deux boutons sensitifs.
L'écran de 5,5 pouces sur lequel je reviendrai tout à l'heure, notamment en termes de qualité d'image. Impressionnant, vous l'aurez remarqué par la diagonale. Ici, on remarquera au-dessus de l'écran le marquage LG, normal. On remarquera ici l'écouteur principal, normal aussi, qui comme le Nexus 4 se trouve vraiment au bout de l'écran, ce qui peut nécessiter un petit temps d'adaptation, c'est d'ailleurs ce qu'il m'a fallu. D'habitude, j'avais l'habitude de retrouver l'écouteur en fait un tout petit peu plus décalé juste au-dessus de l'écran. Là, il est tout en haut. En fait, vous allez instinctivement, généralement, le positionner au milieu, là, sur le marquage LG. Donc, vous allez devoir prendre l'habitude et tout simplement le décaler vers le haut sur votre oreille. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que moi j'ai connu. Bon, c'est une petite particularité, c'est une petite note, mais c'est pas transcendant en soi, ce que je viens de vous évoquer. Ici, on a la caméra frontale, 2,1 mégapixels, sur laquelle je reviendrai aussi plus tard. Et des capteurs de luminosité de proximité que l'on ne voit pas ici, puisqu'ils sont judicieusement masqués. En dessous du téléphone, on retrouve un connecteur micro USB, qui présente aussi la particularité d'ailleurs d'être un MHL, donc ce qui vous permet, via un adaptateur, de le relayer directement en HDMI à votre téléviseur. En dessous, ici, on retrouve l'entrée micro primaire. Sur le côté, vous aurez remarqué qu'on a un petit effet de style, notamment avec une sorte de pourtour chromé. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins. On retrouve ici un bouton de raccourci qui est paramétrable. Par défaut, c'est la fonction Quick Memo qui est activée. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez, y compris un raccourci appareil photo. Sur le dessus, on retrouve un jack 3.5, vous le voyez ici. On retrouve ici un petit port infrarouge, sur lequel je vais revenir aussi. Parce que oui, ce téléphone est doté d'un port infrarouge. C'est une force supplémentaire pour ce téléphone qui peut donc servir de télécommande. Au-dessus du téléphone, on retrouve l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton On-Off, Power, avec mon très bon accent anglais. Et à l'arrière du mobile, finalement, on retrouve tout un tas de belles choses. Alors, première chose que l'on retrouve ici, c'est un capteur photo 13 mégapixels avec son flash LED. Capteur photo qui présente une très légère excroissance, mais qui n'est absolument pas déstabilisante lorsque vous utilisez le téléphone sur une table, parce que ça ne crée pas trop l'effet bancal, en tout cas à minima. Donc ça, c'est la première note. Deuxième chose, donc avec son flash LED. Donc deuxième chose, ici on retrouve un haut-parleur. Donc vous aurez remarqué d'ailleurs que c'est une forme assez originale, le haut-parleur. Il est rond, grippe ronde. On retrouve le marquage LG et vous l'aurez remarqué ici un certain nombre de rayures sur lesquelles je vais m'attarder ici quelques instants. Alors vous aurez remarqué aussi que le motif qui est utilisé pour le cache-batterie arrière n'est pas sans rappeler le même motif que l'on a. Alors là je jongle avec les reflets, je suis désolé. Le même reflet que l'on pourrait avoir, là j'ai du mal avec la double couche en verre d'ailleurs, ça cache pas mal, que l'on pourrait retrouver sur le Nexus 4. Enfin bon, croyez-moi sur parole, effectivement, ce motif qui est un petit peu genre pixelisé, on retrouve les motifs sur les deux mobiles, y compris d'ailleurs sur le G tout court, je crois. Enfin, petite parenthèse. Ce mobile est doté aussi d'une autre particularité, c'est un ultra haut de gamme et qui a un cache-batterie qui est extractible. On peut enlever le cache-batterie, ce qui forcément nous permet d'accéder à une batterie qui elle-même est extractible, donc on peut la remplacer. L'idée est par exemple de vous permettre de changer la batterie lorsque celle-ci devient fatiguée au bout de quelques années, ou au mieux d'ailleurs, bonne idée, que d'acheter une deuxième batterie d'entrée de jeu, comme ça lorsque vous êtes à court avec votre première batterie, vous avez votre deuxième batterie chargée sur vous, bingo, vous la changez, ça peut vous sauver dans certaines situations. On retrouve ici un emplacement micro SD qui permet d'ajouter une carte mémoire, forcément c'est un emplacement micro SD, une carte mémoire donc au format micro SD, là aussi j'enfonce une porte ouverte, et qui, pour la bonne note, a été testé avec des cartes micro SD allant jusqu'à 64 Go. Le constructeur le revendique également. Donc ça c'est un bon point. Ici on retrouve un emplacement de carte SIM, c'est un emplacement de carte SIM format micro. Donc vous le savez, dans les cartes SIM on a le format classique qui s'appelle en fait le mini, on a le format micro qui est celui-ci que l'on retrouvait notamment à la belle époque sur l'iPhone 4, et puis on a le nano qui est juste en dessous que l'on retrouve notamment sur l'iPhone 5. Ici donc c'est une carte SIM au format micro, j'insiste bien sur ce point là puisque vous êtes nombreux à me poser régulièrement la question du format de carte SIM, vous voyez là je mets un peu le focus dessus. Alors particularité justement de cette carte SIM, vous l'aurez remarqué, il s'agit tout simplement de notre opérateur partenaire Pritel, vous aurez peut-être reconnu le logo très rapidement ici. Pritel, donc vous l'aurez reconnu, vous le savez, donc est notre opérateur partenaire, sponsor de l'activité de notre blog, Top for Fun et de notre chaîne, décidément j'en bafouille, que je tiens à remercier et à qui je vais justement laisser la parole pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel, notre opérateur sponsor, et je vais donc continuer la vidéo. Alors je vais, pour le petit besoin de la vidéo, éteindre le téléphone en mode barbare, vous l'aurez remarqué, je détache la batterie.
J'aurais dû éteindre avec le bouton sur le côté. Et alors à partir de là maintenant je vais tout simplement rallumer le téléphone, ce qui va me permettre aussi, alors premièrement de remettre le cache batterie, ça vous l'avez vu, il se reclipse très facilement, il s'enlève très facilement. Et puis deuxièmement de rallumer le téléphone. Alors si je rallume le téléphone, voilà, vous l'aurez remarqué, il y a cette petite lettre de notification qui a clignoté. Voilà, c'est ce petit effet lumineux ici, qui est donc typiquement celui de la lettre de notification LG. C'est un effet de style que l'on retrouve sur d'autres LG, hein, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, L3 2, L5 2, L7 2. C'est pas une nouveauté en soi, et c'est vraiment une nouvelle marque de fabrique LG qui est en train d'apparaître. C'est une nouvelle touche de design, un peu LG style, quoi. Donc voilà. Alors, petit code de déverrouillage de mon opérateur, vous l'aurez remarqué, premièrement, je suis toujours aussi mauvais élève, je ne l'ai pas changé, et il s'agit bien de 4x0. Voilà, donc je viens de déverrouiller le téléphone, je viens de l'allumer, le téléphone est en train de scanner notamment la carte micro SD, ce qu'il fait normalement à chaque nouveau démarrage. Voilà, rien de spécifique et rien de transcendant à dire. Alors, vous l'avez vu, petite lettre de notification ici. Alors petit point sur lequel j'ai envie de m'attarder encore sur le design, vous le voyez, finalement je fais une grande parenthèse sur le design cette fois-ci, c'est notamment le cache batterie que je vous évoquais à l'instant, et notamment cette capacité que ce dernier a à se rayer. Oui, parce que vous l'avez vu, là il y a des rayures. Ce téléphone a été forcément relativement maltraité, hein, je vais bien l'avouer, il est passé entre de nombreuses mains de testeurs. Je suis le 3e testeur en France à le tester, et le 3e justement à utiliser ce même exemplaire. Et bien voilà, au bout d'un moment le téléphone se raye. On n'est peut-être pas des plus précautionneux, nous c'est les testeurs en général, je ne parle pas de Top 4 Fun, je parle des testeurs en général, et forcément le cache batterie de ce téléphone a pris un peu, il se raye. Alors ça c'est la particularité, c'est-à-dire que ce téléphone a un cache batterie qui se raye, premier point. Et il se raye particulièrement sur le bas en fait, tout simplement parce que le capteur photo qui forme une excroissance ici décale en fait le téléphone lorsque vous le posez sur une table et le décale vers le bas. Et donc finalement ce qui prend cher sur ce téléphone, eh bien c'est ce coin là, c'est ici que les rayures vont apparaître. Donc soyez avertis tout simplement que si vous voulez garder un téléphone propre tel que le G Pro, eh bien vous êtes soit obligé de le placer sur quelque chose de doux. Donc bon, j'imagine mal que vous vous baladiez avec une peau de chamois pour le placer tout le temps sur une peau de chamois lorsque vous le posez sur une table. Par contre, ce que je vous conseille, c'est éventuellement de prendre tout simplement un étui, un flip cover, enfin ce que vous voulez. Enfin, le flip cover ne protège pas l'arrière, mais en tout cas un étui qui protégerait l'arrière ou, du moins, je ne sais pas, une coque, enfin quelque chose. À moins que justement, eh bien, les rayures ne vous fassent pas peur. A noter que la face avant aussi se raye. Elle a beau être traitée anti-rayures dans l'absolu. Moi, j'ai déjà vu des petites rayures apparaître sur le haut de l'écran, donc ici. Donc, non pas sur l'écran lui-même, mais sur le haut. Mais comme la dalle tactile est la même dalle tactile partout, si ça, là-haut, ça se raye, imaginez bien qu'au milieu de l'écran, ça va se rayer. Donc, si vous posez votre téléphone comme ça, au bout d'un moment, sachez-le, ça se rayera. Même les écrans traités anti-rayures Corning Gorilla Watt 1000 sont, à un moment donné, sensibles à la rayure. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois avec des téléphones perso qui étaient traités, soi-disant anti-rayures. Ça n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'apparaisse, donc soyez vigilants aussi. Si vous voulez garder votre téléphone propre, un petit film protecteur sur la face avant ou au mieux, comme je vous l'évoquais, un petit étui, ça serait pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du design. Alors petit tour du design qui finalement est relativement concluant. C'est un téléphone qui est plutôt beau, hein. C'est un téléphone qui est valorisant, c'est un phablette. On n'est pas dans des dimensions absolument catastrophiques comme pourrait l'avoir par exemple certains concurrents comme les Huawei Ascent Mat qui ont des écrans de 6.3 pouces, le Samsung Galaxy Mega qui a un écran de 6,3 pouces je crois aussi. Donc là on est vraiment dans le trop grand à mon avis. Là on est sur un phablette qui a un écran de 5,5 pouces. C'est au-dessus du 5 pouces que j'estime confortable, c'est en dessous du 6 pouces que j'estime déraisonnable, mais ça c'est mon appréciation personnelle. C'est très subjectif ce que je suis en train de vous évoquer. Finalement on est sur un téléphone 5,5 pouces qui est tout à fait exploitable. Voilà. Et qui a un design tout à fait agréable. Voilà. Alors, ça c'était le point esthétique, sur lequel je me suis attardé près de 20 minutes maintenant. Maintenant, ça va être le point de l'image et le son. L'image et le son, donc, est le point 2 de cette analyse du matériel. Et vous allez le remarquer, on est sur du très bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur le téléphone des superlatifs, ça n'est pas pour rien. Il est beau, il est très beau, il a un écran qui est très beau, il a un son qui est très bon, etc. Donc toujours du superlatif. Alors l'écran, alors je vais le préciser et je vais même vous montrer une petite vidéo. L'écran, pour information, c'est un 1080p. Alors pour être précis, c'est un Full HD, bien sûr, c'est un 1920 pixels par 1080 pixels. C'est la meilleure résolution du moment, vous ne pouvez pas avoir mieux. Premier point, il s'agit d'un écran qui fait 5,5 pouces, donc 5,5 pouces avec une résolution Full HD. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une densité de pixels de 401 ppp pixels par pouce, ce qui est au-dessus des 300 pixels par pouce que l'on estime minimum nécessaire pour ne pas distinguer les pixels à l'œil nu. Et alors, à tout vous dire,
avant de réussir à voir les pixels avec la caméra, il faut y aller sacrément fort. Et il faut y aller tellement fort qu'au bout d'un moment, vous le voyez d'ailleurs, j'essaie de faire une méga macro sur l'écran, je n'arrive pas à voir les pixels, même en faisant une macro. Et au bout d'un moment, de toute façon, la macro n'arrive plus à se faire. Voilà, le focus de la caméra n'arrive plus à se faire. Bon, tout ça pour vous dire effectivement que la densité de pixels est tellement élevée que je vous engage véritablement à réussir, à essayer de trouver, donc à faire le test, à essayer de voir les pixels à l'œil nu. Honnêtement, ça ne se fait pas. À moins de sortir une loupe pour arriver à voir à travers la loupe les pixels sur cet écran, vraiment infaisable. Donc une exceptionnellement bonne densité de pixels, 401 ppp, ou ppi en anglais, pixels per inch, avec mon très bon accent anglais encore une fois de plus, bah, c'est du très bon. C'est du très très bon, c'est un écran qui est un écran de 5,5 pouces, qui est un écran IPS. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler que LG est un constructeur d'écran? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous rappeler que LG est un constructeur de télé et que c'est l'un des leaders mondiaux sur cette technologie? Voilà, vous l'avez compris. On n'apprendra pas à ce constructeur à faire des beaux écrans, y compris sur des smartphones. Donc c'est un écran qui a une très belle qualité d'image. Et lorsque je lance une petite vidéo notamment, eh bien je vais lancer un petit film via l'application, eh bien je cherche l'application Playfilm, mais je ne vais pas lancer avec les Playfilm finalement. Je vais le lancer avec le lecteur vidéo. Alors je vais lancer avec le lecteur vidéo et je vais lancer le film qui s'appelle Inception. Le temps pour moi de faire une petite phase de nettoyage sur l'écran, parce que vous êtes nombreux à me dire que je laisse des traces de doigts sur l'écran et que c'est pas très agréable, et c'est vrai, tout à fait logique. Et justement pour moi le temps de vous montrer, vous l'avez vu hein, la petite manip que j'ai fait sur le player pour accélérer d'une phase à l'autre. Donc un très bel écran, une qualité juste exceptionnelle, bluffante. Alors on va passer la petite séquence parce que là c'est un petit peu violent, mais une séquence effectivement, en tout cas, très sympa. Alors autre particularité, vous l'avez vu, hein, le player est assez sympathique, puisque je peux tout simplement avoir une petite miniature qui me permet de savoir où je vais atterrir. Voilà. J'ai une sorte de petite miniature ici qui me dit, voilà, ce que tu peux aller voir comme prochaine séquence. Donc lecteur vidéo très sympa, lecteur vidéo qui, lorsque je l'utilise de cette manière-là, donc est doté d'une très bonne qualité d'image, donc ça c'est l'écran, mais aussi d'un son qui est tout à fait acceptable. Le son est celui du haut-parleur. Alors, particularité, le son du haut-parleur, donc forcément le haut-parleur est à l'arrière, donc lorsque je le pose sur une table, le son est étouffé, ça c'est la première chose, puisque le haut-parleur est vraiment calqué sur la table. Deuxième chose, comme le haut-parleur est à l'arrière du téléphone, lorsque je mets le son, forcément on a aussi, ne serait-ce que comme ça, lorsque je le décolle de la table, déjà un phénomène d'étouffement. Donc à l'arrière du mobile, posé sur une table, double phénomène d'étouffement, là vous aurez effectivement une grosse perte de son. Alors il y a certains concurrents, il y en a un notamment qui présente un design en aluminium, et vous aurez peut-être compris duquel je parle, qui possède, là je vous laisse mettre en commentaire d'ailleurs ce petit mobile, alors dont je suis en train de parler selon vous, je l'évoque mais je ne le nomme pas, justement à vous de le mettre en commentaire. Donc ce fameux concurrent a des haut-parleurs qui sont Dolby, qui sont en frontal. Voilà, et qui permettent donc justement d'avoir un son Dolby non perturbé lorsque l'on le pose sur une table, ou justement de ne pas avoir de perturbation de son, puisqu'on l'a juste devant soi. Là pour le coup, effectivement, le son est perturbé puisqu'il est vers la table. Donc si je mets un petit MP3, en évitant de mettre le son à fond, désolé pour vos oreilles, donc là déjà le son est étouffé, si je le décolle de la table il est un petit peu moins étouffé, et si je le mets face à vous, vous aurez remarqué qu'il est encore moins étouffé. Mais je doute, premièrement que vous écoutiez vos MP3 de cette manière-là, et deuxièmement que vous mettiez le téléphone dans ce sens-là pour bien l'écouter. Voilà. Donc sachez que le haut-parleur, c'est la petite parenthèse que je voulais faire, est un haut-parleur qui marche très bien, là n'est pas le problème, mais qui forcément propose un son qui, comme je l'ai évoqué, et ça fait la 10e fois que je le dis, sera étouffé, forcément. Par contre, pour le reste, c'est à savoir l'écouteur donc, et le jack 3.5, il n'y a absolument aucune critique à faire. L'écouteur marche très bien, donc lorsque vous êtes en conversation, il n'y a pas de perturbation de son. On a donc un écouteur qui donne un son tout à fait fidèle et qui vous permet d'écouter convenablement votre interlocuteur. Bon, ça dépend aussi de sa couverture et de la vôtre. Si vous êtes dans deux endroits paumés et que la couverture de votre opérateur est très mauvaise, forcément, ne vous attendez pas à avoir un son cristallin. Mais ça ne viendra pas du téléphone, parce que le téléphone, lui, a justement un bon écouteur.
Le jack 3.5 lui aussi donne un son qui est tout à fait normal, pas déformé, il n'y a pas de mauvaise perturbation liée au jack lui-même ou à des normes derrière qui seraient bizarres. Pour le coup d'ailleurs, lorsque je parle de normes, je vais parler de format. On est sur un format ici qui est le CTIA. C'est le même format adopté notamment sur un Nexus 4, encore une fois de plus, normal, on est chez LG. Et voilà, c'est un format CTIA par opposition au OMTP, qui est un format qui est utilisé sur les jack 3.5, principalement des téléphones construits en Chine par des constructeurs chinois, 100% chinois. Voilà, donc là pour le coup on est sur un jack 3.5 CTIA. Ça a son importance lorsque vous prenez un nouveau casque ou un nouveau kit écouteur qui a une entrée micro. S'il n'y a pas d'entrée micro sur votre futur casque ou votre casque actuel, j'en sais rien, pas de problème. Le CTIA ou MTP n'ont absolument aucun impact sur vous. Si vous écoutez justement votre musique avec un kit piéton donc, ou un casque pardon, qui utilise une entrée micro, qui a une entrée micro, qui peut faire kit piéton, sachez voilà, que ce téléphone est donc en CTIA. Pourquoi je vous évoque ça? Parce que tout simplement, si vous utilisez un kit piéton OMTP par exemple sur un téléphone CTIA et inversement, vous aurez un son étouffé au niveau de la voix et des aigus. Donc c'est lié justement à cette fameuse différence de normes. Voilà, donc conclusion finalement de ce que je vous ai montré sur le son et l'image, c'est juste bluffant. Sur la dalle tactile, petite parenthèse supplémentaire, la dalle tactile, vous l'imaginez, elle est juste exceptionnellement bonne. On est sur un téléphone qui, en termes de matériel, donc en termes de dalle tactile, est une dalle tactile capacitive multipoint. Là-dessus, il n'y a aucune critique à faire. Puis d'ailleurs, le téléphone est tellement performant que de toute façon, vous n'aurez jamais de lag. Il n'y a pas de lenteur sur ce téléphone lorsque vous passez d'un panneau d'accueil à l'autre, lorsque vous ouvrez une application ou autre. Et lorsque vous utilisez votre tactile, voilà. Si vous perdez aux jeux vidéo, vous ne pourrez pas reprocher à ce téléphone d'être lent au niveau de son tactile. Ça ne sera pas le cas. Vous ne pourrez que blâmer forcément le joueur multijoueur avec lequel vous jouez en face de vous, qui a une connexion bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, vous m'aurez compris, lorsque l'on est en face de ce téléphone, lorsque l'on utilise ce téléphone, il n'y a pas de problème au niveau de la dalle. Voilà, donc ça c'était la dernière petite parenthèse pour ce qui était de l'image et du son. Maintenant parlons des performances. Alors je vous ai évoqué que ce téléphone était un ultra haut de gamme. Il est ultra haut de gamme en raison de son écran, il est ultra haut de gamme en raison aussi de ses performances. Eh bien, rentrons dans le détail. Soyons un peu plus factuels. Je vous dis que ce téléphone est ultra haut de gamme, c'est pas pour rien. Lorsque je lance une petite application qui s'appelle Antutu, j'ai un score qui est juste énorme. Voilà, énorme. Énorme parce que, effectivement, ça permet de catégoriser ce téléphone dans les ultra haut de gamme. Alors, pour être précis, généralement, je classe un ultra haut de gamme dans cette catégorie, justement, à partir de 20 000 points Antutu. Là, on y est presque. Bon, d'un test à l'autre, on arrive à accrocher les 20 000 points. Donc, ne soyez pas étonnés, là j'ai lancé le test, j'ai eu 19 466 points. En forçant dans d'autres conditions, j'aurais pu très bien accrocher le 20 000 points. On est sur un téléphone qui est donc un ultra haut de gamme. Premièrement, parce que de toute façon, Antutu me donne ce score de presque 20 000 points ici. C'est largement satisfaisant. Alors, petit rappel, le Nexus 4 donne un score qui est de 16 000 points. Le Nexus 4 est quand même une petite originalité dans ce monde de la téléphonie, puisqu'il est vendu pas cher et il a de très bonnes performances. Là, pour le coup, on est sur un téléphone qui est plus cher, certes, mais qui est encore meilleur. Voilà, donc ça c'était pour Antutu. On a aussi Quadrant. Alors Quadrant pour le coup, malheureusement j'ai peur de devoir relancer l'application en entier. Et oui, c'est le cas. Et alors Quadrant pour le coup est une application qui m'a permis, bon je vais passer cette application qui est un peu longue, lorsqu'elle fait son benchmark. Quadrant m'a donné un score de près de 9 000 points. Même plus précisément près de 10 000 points, pardon. Donc on est sur un score qui là aussi, 9 900 points pour être précis. On est sur un score qui est juste énorme, y compris sur Quadrant. Donc Antutu et Quadrant me confirment que ce téléphone est un téléphone puissant. Autre application qui me permet également de tester la performance, la vélocité du téléphone, c'est Epic Citadel. Epic Citadel, c'est une démo de jeu vidéo qui utilise un moteur graphique qui est Unreal Engine, le 3 d'ailleurs je crois pour mobile, et qui donc tout simplement est une démo, ce qui vous permet de savoir si votre téléphone tourne bien avec un jeu 3D notamment, et puis de valider, de vérifier la qualité de design, de graphisme d'un jeu. Petite phase de nettoyage. Vous m'avez rendu maniaque, vous voyez, avec le sujet des empreintes digitales. Et donc on va tout simplement activer la petite démo. Alors on va pas la laisser tourner en entier. Deuxième fois que le scooter passe, donc c'est le deuxième fail de la vidéo. Donc on va laisser cette petite vidéo tourner. Enfin je vais pas la laisser en entier parce qu'elle est extrêmement longue finalement, la démo d'Epic Citadel et le benchmark ici. Alors Epic Citadel, comme je vous l'ai évoqué, c'est une démo de jeu vidéo qui a son intérêt pour justement sa capacité à monitorer le nombre d'images par seconde, donc ce que l'on appelle en anglais les FPS, frames per second, que calcule votre téléphone, que permet en tout cas de calculer votre téléphone et qui l'affiche. Donc plus ce score est élevé, plus, vous l'imaginez, l'image procurée par le téléphone est fluide, logique. Donc moins le score est élevé, moins l'image est belle, parce qu'elle aura ce sentiment, elle vous donnera un sentiment de saccade en fait, et presque d'image par image. Alors,
Maintenant, pour repositionner la chose, à partir de 24 images par seconde, on estime que l'image est suffisamment fluide pour ne pas être détectée à l'œil nu comme saccadée. Ça, c'est la première chose. 24 images par seconde. En dessous, on est sur ce que l'on appelle un low FPS. Au-dessus, on est sur un FPS tout à fait normal. Les téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme, ont des FPS qui approchent les 60. Et pour le coup, alors là, je vais éviter de laisser la démo en entier, mais ça vous aura permis de voir la qualité d'image. Pour le coup, sur Epic Citadel, on est à 56 FPS, donc 56 images par seconde. Eh bien oui, ce téléphone est non seulement doté d'une très belle qualité d'image, ça je vous l'ai montré notamment avec la vidéo de Inception tout à l'heure, ou en tout cas sur le court extrait. Outre ce fait, vous l'avez remarqué notamment avec cette fameuse vidéo de tout à l'heure, outre cela, vous l'aurez remarqué, oui, l'image est fluide. On n'a pas ce sentiment de saccade, au contraire, on a le sentiment d'une image extrêmement rapide. Donc c'est un très bon point, encore une fois de plus. C'est un téléphone qui a une exceptionnellement bonne qualité d'image, mais aussi des très bonnes performances qui, forcément, au global, permettent de voir des films de manière très agréable, mais aussi de jouer à des jeux 3D extrêmement gourmands. Chose que je ferai tout à l'heure, notamment avec du Modern Combat 4, qui est, vous le savez, une des références aujourd'hui en termes de jeux 3D gourmands. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu 3D qui en demande au téléphone. Alors maintenant vous vous demandez, mais toutes ces performances, elles sont liées à quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir des scores comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que vous avez avec ce téléphone l'un des 5-6 meilleurs téléphones du moment sur le marché hexagonal. Je dis alors en commercialisation directe, parce que lorsque l'on fait de l'import from China, on arrive à avoir des téléphones qui ont plus de 20 000 points, qui coûtent pas très cher, mais qui sont forcément, voilà, on va dire risqués en termes d'achat, et risqués en termes de fiabilité. Bon. Alors quoi qu'il en soit, là on est sur un téléphone qui est commercialisé dans l'Hexagone, qui vaut moins de 600 €, 599, voilà pour la petite parenthèse, et qui est un excellent bon téléphone. Voilà, petite bafouille, excellent téléphone, extrêmement bon. Alors maintenant pour poursuivre un petit peu sur cette notion de performance dont je vous l'évoquais, mais tout cela est lié à quoi? Et bien tout cela est lié tout simplement à un processeur de calcul, un CPU, c'est un 4 cœurs, 1,7 GHz, donc on n'est pas sur n'importe quoi, déjà on est sur un très gros pros, on est sur un Qualcomm Snapdragon S600, donc déjà ça parle aux connaisseurs, aux amateurs avertis, mais en gros on est sur un très gros processeur. On a 2 Go de mémoire vive, donc de RAM en anglais, donc là encore une fois de plus on est sur du très lourd, et puis à côté de ça on a un processeur graphique qui fait partie des meilleurs du moment, qui est un Adreno 320. Donc déjà le triptyque CPU, GPU, RAM permet tout simplement d'avoir les meilleurs composants du moment. Enfin, parmi les meilleurs composants du moment pour être précis. Alors maintenant, quand je parle de RAM, forcément je vais parler de ROM. Donc la ROM c'est la mémoire de stockage, c'est la mémoire de stockage interne par opposition à la mémoire vive qui elle permet par exemple d'avoir plusieurs applications qui tournent en même temps. La ROM c'est ce qui permet d'en installer plusieurs sur un mobile. Alors, ce téléphone est décliné en deux versions. Il faut savoir qu'ici, j'ai la version 16 Go, il existe en 32 Go. Je ne sais pas si la 32 Go sera commercialisée en Europe, ça je n'ai absolument pas cette information aujourd'hui. Ce dont je suis certain, c'est que la version 16 Go, elle l'est, puisque c'est aussi celui que je suis en train de tester. Alors, sur les 16 Go initiaux revendiqués par le constructeur comme étant la mémoire de stockage interne, il faut savoir qu'au final, vous n'en avez plus que 10,1, ce qui n'est pas mentionné par le constructeur, et ça c'est pas bien. Moi personnellement je milite pour un peu plus de transparence de la part des constructeurs. Il y a certains constructeurs qui jouent le jeu en France, il y en a d'autres qui sont encore un peu opaques, probablement par oubli plus que par malice, mais en tout cas quoi qu'il en soit, LG effectivement n'a pas évoqué que ce téléphone qui a une mémoire de stockage interne de 16 Go, au final ne dispose plus, ou en tout cas ne permet à l'utilisateur que de disposer de 10,1 Go au réel. Heureusement, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on a un espace de stockage supplémentaire possible via l'emplacement micro SD. Moi j'ai installé une carte micro SD qui fait 8 Go à la base, donc qui se transforme en 7,4 Go. Et c'est une carte micro SD qui pourrait aller jusqu'à 64 Go. C'est ce qu'a de toute façon validé le constructeur. Et pas que lui, moi au passage. Donc oui, sur ce téléphone, on peut installer des cartes mémoire de 64 Go, format micro SD. Donc en gros, 10 Go plus 64 Go, même en conversion, ça en fait dans les 55. Donc plus de 60 Go de mémoire de stockage sur ce téléphone. Ben oui, vous avez de quoi voir le temps venir. Donc là, vous avez de quoi plugger vos fichiers, que ce soit des films en 1080p qui pèsent 8 Go et autres. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème sur ce téléphone en termes de stockage. Donc performance exceptionnelle, stockage très important aussi pour le peu que vous ayez une carte micro SD de 64 Go. Et sur le site de notre partenaire, eh bien ça vaut, j'ai peur de vous dire une bêtise, ça vaut quelques dizaines d'euros, donc c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit. Au contraire, sur un téléphone haut de gamme, en général, 64 Go de plus via micro SD, ça me semble tout à fait logique.
Ça, c'était pour les performances. Connectivité, eh bien connectivité, on est sur un téléphone qui est exemplaire, là aussi, une fois de plus, on est sur une connectivité, vous l'avez très rapidement aperçu lorsque je suis rentré dans les paramètres. On est sur un téléphone qui est Wi-Fi, qui est Bluetooth 4.0, il est GPS, AGPS, SGPS, GLONASS pour être précis, donc il est GPS GLONASS, AGPS, SGPS. Donc en gros, tout ça pour vous dire qu'il a toutes les normes de GPS au monde. Il utilise les deux réseaux satellitaires qui sont le GPS, donc ça c'est le réseau satellitaire américain, et le réseau GLONASS, c'est le réseau satellitaire russe. Donc voilà, il utilise les deux réseaux satellitaires de ces deux consortiums. En gros, précision accrue au niveau de la localisation, vous ne pourrez pas prendre ce téléphone en défaut, à moins de passer dans un bunker ou dans un tunnel, c'est vraiment un GPS qui marche bien. Il est NFC, donc c'est une norme certes sympathique, mais qui n'est pas encore extrêmement utilisée en France. Il est micro USB et plus précisément il est MHL, puisque tout à l'heure vous l'avez vu, je vous l'ai évoqué, ce port peut également servir de MHL, notamment et grâce à un adaptateur qui vous permettra de le brancher en HDMI sur votre téléviseur. Il est doté d'un emplacement micro SD, il est doté, et surtout, et c'est là où je veux en venir, il est doté d'une norme de connexion réseau GSM quadriband, enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il est quadriband. Et à cela s'ajoute la 4G LTE. Donc en gros, il a toutes les normes de connectivité du moment. Rien ne lui manque. Vous ne pouvez pas, et je le dis clairement, vous ne pouvez pas le prendre en défaut. Ce téléphone est extrêmement complet. À cela s'ajoute aussi une petite notion, qui est une notion qui n'est pas extrêmement fréquemment rencontrée sur les mobiles, y compris des hauts de gamme et du ultra haut de gamme, c'est le fameux port infrarouge. Ce port infrarouge, tout simplement, vous permet d'utiliser votre téléphone en tant que télécommande. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais juste faire une petite parenthèse avant de rentrer en détail donc, tout à l'heure dans cette application. Mais il y a une petite application qui s'appelle Quick Remote. Et Quick Remote, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une application qui vous permet, de faire le réglage de votre téléphone en tant que télécommande, de l'utiliser en tant que télécommande. Donc, c'est une sorte d'application universelle. Il faut savoir que moi je l'ai utilisé avec un téléviseur. Alors pour le coup, oui, j'ai un téléviseur LG, mais j'aurais pu très bien l'utiliser avec n'importe quelle autre marque de téléviseur. Voilà, c'est un téléviseur qui marche forcément avec un port infrarouge parce que les télécommandes marchent comme ça. Et ce téléphone vous permet de télécommander votre téléviseur. Mais il pourrait aussi faire de même avec votre lecteur DVD, votre lecteur Blu-ray, etc. Tout ce qui est reconnu comme étant appareil infrarouge en face de ce téléphone et tout ce qui est reconnu par l'application comme étant un outil multimédia de divertissement type donc télé pourra parfaitement être utilisé avec le téléphone. Enfin, en tout cas, vous aurez compris, vous pourrez parfaitement le piloter avec la télécommande de ce mobile. Bon. Ça, c'était la petite parenthèse donc, sur cette fonction infrarouge, une fonction infrarouge sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants, qui est un bon petit plus ludique, un bon petit plus sympa. Voilà, alors je ne suis pas certain qu'après vous utilisiez tous les appareils de la maison avec ce genre de télécommande, mais je peux vous dire que ça fait assez rigoler, notamment lorsque vous avez quelqu'un chez vous qui essaie de regarder la télé et que, de manière un petit peu particulière, un petit peu rigolote, vous passiez et vous éteignez par exemple la télé en plein matage de télé-réalité. C'est toujours rigolo. Moi, personnellement, ça me fait toujours délirer. Bon, vous l'aurez compris, c'est mon petit côté sadique pour la petite note, mais oui, j'aime bien m'amuser avec ce petit truc infrarouge. Bon, c'est un petit peu le côté ludique de l'infrarouge. Après, comme je vous l'évoquais il y a quelques instants, c'est un petit plus sympa. Perso, je l'utilise. Je ne suis pas convaincu que tous les acheteurs du LG Optimus G Pro l'utilisent en tant que télécommande. Bon. Parenthèse faite, donc un téléphone qui est tout à fait connecté. Et alors sur les différentes accroches, juste pour clore aussi cette notion de connectivité, donc sur les différentes accroches en termes de GSM, et voilà, la batterie va probablement me lâcher avant la fin de la vidéo, donc ça sera un fail supplémentaire. Sur tout ce qui est notion d'accroche, on est sur du bon. En termes d'accroche GSM, en termes d'accroche Internet mobile, web mobile, en termes de Wi-Fi, en termes de GPS, vraiment, en toute sincérité, il n'y a absolument aucun problème. C'est un téléphone qui accroche très très bien les réseaux. Pendant ma bonne semaine de test, presque 10 jours de test, je n'ai jamais constaté une seule décroche assez significative. Certes sur le réseau GSM, enfin bon, faut dire que des fois je suis passé par des endroits assez difficiles, pour le téléphone j'entends, mais en termes de connexion Wi-Fi, en termes de GPS, ça n'a jamais sauté. Donc voilà, du très très bon matos. Voilà, donc c'est ce dernier point qui me permet de clore cette partie matérielle. Alors la deuxième partie, finalement, c'est cette fameuse partie logicielle. Donc on va s'attarder sur le système d'exploitation maintenant. Système d'exploitation, et on va le voir tout de suite, qui est donc un système d'exploitation qui est Android 4.1.2, je rentre tout simplement dans les paramètres du téléphone. Une fois dans les paramètres du téléphone, je vais sur Informations sur le logiciel.
Et on est donc sur la version 4.1.2 d'Android, avec une version de bande de base, où j'aime bien ce nom, et de version de noyau notamment, et de numéro de build que vous voyez ici, si jamais il y avait des mises à jour. À savoir que ce téléphone est déjà sujet à une mise à jour, c'est-à-dire qu'au moment même où vous allez l'allumer pour la première fois, il y a déjà une mise à jour, alors qu'il n'y a pas une mise à jour de la version d'Android, qui est juste un correctif de très petits bugs qui de toute façon n'ont jamais été détectés par mes soins. Donc oui, voilà, il y a une mise à jour d'entrée de jeu, ce qui prouve que LG a quand même le soin, la vigilance de mettre à jour son téléphone sur des bugs, on va dire, fonctionnels. Après, effectivement, LG n'est pas réputé pour être un constructeur qui met à jour son système d'exploitation régulièrement. Donc, de là à vous dire que ce fameux 4.1.2 sera mis à jour en 4.2.2, j'en doute, et peut-être en 4.3, mais ça, je ne sais pas, surtout que le 4.3, d'ailleurs, pour tout vous dire, aujourd'hui, vous le savez, n'est pas encore sorti. On est avant le 24 juillet 2013, lorsque je fais cette vidéo, et on attend le 24 juillet, justement, l'annonce officielle de cette fameuse 4.3 de la part de Google. Et encore, on n'est même pas sûr que ça soit le cas. Donc grosso modo, tout ça pour vous dire que selon moi, on est finalement sur la dernière version d'Android 4.1.2, à savoir que la version 4.2.2 n'apporte pas grand chose, même on va dire rien du tout par rapport à la 4.1.2. Donc on est selon moi sur la dernière version d'Android. Une version d'Android qui est donc déjà un système d'exploitation très sympathique, très complet, très efficace, performant. Dans le sens où il est complet parce que de base vous avez un certain nombre d'applications qui sont des applications qui vous permettent d'utiliser votre téléphone comme vrai centre multimédia mais aussi comme outil productif, notamment avec de la bonne gestion de boîte email, du bon navigateur internet, mais aussi avec Play Films, Play Livres et tout simplement Play Music, etc., qui sont des applications qui vous permettent d'utiliser voilà, les fonctions multimédia d'un téléphone. On a aussi le Play Store qui permet ni plus ni moins que de télécharger, et donc Play Store c'est l'autre nom de Google Play, de télécharger des applications, des films, des livres, des jeux, de la musique, donc de quoi enrichir finalement votre téléphone par du contenu supplémentaire. Alors vous vous en doutez, le contenu supplémentaire généralement est payant, on ne peut pas demander forcément à Google de tout donner gratuitement, surtout qu'en plus ce sont des éditeurs tiers qui publient du contenu via le Play Store. Donc voilà, attendez-vous forcément si vous voulez un gros jeu 3D par exemple, comme Modern Combat 4, à lâcher quelques euros. Je crois que Modern Combat 4 d'ailleurs vaut à peu près 6 euros, 5,99, quelque chose comme ça. J'ai pas le prix exact en tête, mais vous l'aurez compris, il est tout à fait possible de personnaliser ce téléphone, il est tout à fait possible de l'enrichir avec du nouveau contenu. Forcément ce contenu sera généralement payant. Ce qui n'est pas forcément vrai à l'inverse, c'est-à-dire que du contenu payant n'est pas forcément bon. Donc soyez vigilants aussi lorsque vous achetez des applications, renseignez-vous un peu, parce qu'il y en a qui valent pas forcément la peine, il y en a qui sont très très intéressantes, il y a des jeux qui sont très sympas, mais de toute façon sur Play Store vous avez des classements qui sont faits par Google justement sur les meilleurs jeux, les meilleures applications. Voilà, donc ça c'était pour parler du système d'exploitation en lui-même, Android 4.1.2, système produit créé par Google, qui aujourd'hui est le système leader sur les ventes de mobiles, c'est-à-dire lorsque vous achetez un smartphone Android, sachez que vous faites partie de la masse, comme moi d'ailleurs, puisque j'ai bien un Nexus 4, comme vous le savez, en téléphone perso. La quasi-totalité des téléphones aujourd'hui commercialisés le sont avec du Android 4. Voilà, tout simplement. Alors pour le reste, LG est un constructeur qui maîtrise totalement Android, à tel point que primo, il l'utilise pour tous ses smartphones, ça c'est la première chose. Deuxio, il l'utilise avec une surcouche. Alors LG est un constructeur qui sait faire de la surcouche graphique et fonctionnelle, ergonomique aussi, puisqu'on se retrouve avec la fameuse Optimus UI. UI c'est tout simplement UI pour User Interface, donc en gros on a Optimus UI sur ce téléphone. Qui apporte un certain nombre de petites choses. Alors, premièrement, un habillage graphique. Donc là, on le regarde, on le voit, on le remarque. Il y a des fonds d'écran, notamment primo, mais il y a aussi des habillages, des changements d'icônes. Les icônes sont un peu retravaillées. Bon. Deuxio, il y a des gestuels supplémentaires dans ce téléphone, il y a des raccourcis supplémentaires. Donc dans la fonction paramètres, eh bien vous avez des petites choses supplémentaires, des petites, voilà, de quoi égayer l'utilisation de votre téléphone par opposition à l'utilisation, on va dire, d'Android de base, tel que ça peut être, encore une fois de plus, je vais le montrer sur le Nexus 4, qui lui a un Android pure stock, ce que l'on appelle donc Android de base, pure stock, sorti d'usine, qui est absolument pas customisé. Donc il n'y a pas de raccourci supplémentaire sur un Nexus 4. Par contre, sur le LG Optimus G Pro, il y a des petits raccourcis supplémentaires. Bon. Outre cela, vous le savez, je vous l'évoquais tout à l'heure, on a ce bouton de raccourci ici, qui est le bouton de raccourci qui peut être utilisé notamment pour activer la fonction Quick Memo, mais qui est personnalisable. Vous pouvez le paramétrer avec n'importe quelle autre fonctionnalité, tout simplement, encore une fois de plus, via le menu paramètres. Bon.
Ça, c'est la petite particularité. Donc en termes de design, on a du retravail. En termes de fonctionnel, en tout cas en termes de gestion de mouvement et de boutons, on a encore un petit plus de la part d'LG. Et puis LG a encore fait un travail supplémentaire donc, sur l'applicatif, avec des petites applications sympathiques, marrantes, ludiques ou en tout cas pratiques. Voilà. Par exemple, on a alors je vais reprendre tout simplement depuis le début. On a du carnet qui permet en fait de prendre des petits dessins. Voilà. C'est une sorte de petit bloc de dessin. On a la gestion des tâches, qui est une application qui permet aussi de gérer son multitâche et de tout flinguer d'un coup. Donc c'est pas mal, hein, parce que tous les téléphones ne sont pas dotés d'une bonne gestion de multitâche. On a LG Backup, qui permet de faire des backups. Alors c'est pas mal, c'est utile. Ça peut vous sauver la mise, parce que ça vous permet de faire des sauvegardes, de récupérer une sauvegarde et de programmer des sauvegardes. Donc, ce qui fait que le téléphone est capable de se sauvegarder tout seul et de faire sa propre sauvegarde de mémoire. C'est pas mal, hein, c'est utile. Hein. Ça, c'est un bon point. On retrouve aussi d'autres applications alors qui ne sont pas made LG, mais qui sont proposées par LG. On a Polaris Office 4, qui est ni plus ni moins qu'un reader et un éditeur de documents Word, Excel, PowerPoint. On a cette fameuse Quick Remote. Alors, Quick Remote, ça permet ni plus ni moins que de télécommander de télécommander une télé par exemple. Bon, voilà, c'est une télécommande. Alors c'est très facile j'allais dire en anglais à setup, c'est très facile à paramétrer, pardon, en français, lorsque l'on parle correctement. C'est très facile à paramétrer et surtout ça permet notamment d'allumer et d'éteindre une télé. Alors là pour le coup je vous montrerai pas la télé que je suis en train d'allumer et d'éteindre, mais pour le coup ça permet d'éteindre et d'allumer une télé, de changer de chaîne, etc. Bon, c'est une vraie télécommande. Hein. Et c'est une télécommande qui se paramètre instinctivement, très facilement. En 3 clics, on arrive à paramétrer la télécommande vers une télé, vers un lecteur DVD, etc. Donc je poursuis en fait cette petite analyse des applications qui sont installées de plus. On a LinkedIn et autres, mais qui ne sont pas du LG. On a LG Smart Share qui permet tout simplement de partager du contenu. C'est une sorte de DNLA, un DNLA, je vais y arriver, simplifié. On a LG Smart World qui est l'univers LG applicatif que l'on partage notamment avec une télévision LG Smart TV. Donc ça voilà, c'est pas transcendant en soi. Et puis on a des petites applications supplémentaires qui ont été installées comme Shazam, etc. C'est pas les plus transcendantes qui soient. Remote Call Service par exemple est une application LG qui permet de donner la main sur son téléphone à un centre SAV LG. Bon, voilà. On a des petites applications sympathiques. Pour moi, le gros plus applicatif finalement de ce téléphone, c'est ce que je vous ai montré à l'instant, hein. C'est le Quick Memo. Le Quick Memo est juste super sympa, c'est une bonne petite application qui permet de faire des captures d'écran, de prendre des notes à la volée, de faire des post-it, de les envoyer par email. C'est la fonction Quick Memo que je ressors systématiquement quand j'utilise un téléphone qui est doté de Optimus UI. C'est une excellente application. C'est véritablement la force, c'est une application qui peut être comparée, puisqu'elle arrive à soutenir la comparaison sans aucun problème avec le S-Note du Samsung Galaxy Note 2. C'est une très bonne application. Et je suis toujours très enthousiaste lorsque j'en parle, parce que c'est une vraie force justement des mobiles LG. Alors il y a d'autres petites choses qui ont été créées par LG sur ce téléphone, notamment via Optimus UI. J'aimerais bien vous montrer, si je ne me plante pas trop, justement la fonction qui est le vignettage, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui permet notamment de gérer une petite vignette lorsque l'on est en train d'utiliser le téléphone. Vous l'avez vu, j'ai lancé tout simplement l'application qui est l'application Film, et là je suis en train de déplacer tout simplement la vidéo que nous étions en train de voir tout à l'heure. Je peux rétrécir la vidéo, je peux étirer la vignette, mettre en pause, déplacer la vignette. C'est ce qui me permet notamment de suivre une vidéo en même temps que je suis en train d'aller sur internet, notamment par exemple si je voulais me renseigner sur par exemple le film. Voilà. Mettons que je suis en train de regarder un film, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir quels sont les acteurs, donc je vais taper le nom du film. Bon, c'est un usage parmi tant d'autres, vous l'avez compris. C'est ce que l'on peut faire finalement avec cette fameuse capacité de, je ne sais pas si le terme est bon, mais de vignettage, de mise en vignette, c'est peut-être un peu plus français, d'une fameuse vidéo lue via le lecteur vidéo de ce fameux téléphone. Voilà, donc sur la partie applicative, on est sur du très bon. Alors forcément, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, et là maintenant on va aborder la partie usage même du téléphone, donc c'est ce qui va nous permettre de clore cette deuxième partie qui est le software et l'usage, donc logiciel d'usage.
Qu'est-ce que l'on peut faire de ce téléphone? Eh bien tout simplement, déjà dans un premier temps, j'aimerais vous évoquer que ce téléphone est utilisable et par les professionnels et par les personnes, les particuliers, pardon. Pro, perso, professionnel, particulier, donc c'est finalement deux catégories de typologie d'utilisation que l'on peut avoir de ce téléphone. Pourquoi? Parce que bien évidemment, vous l'avez vu, on peut s'en servir comme lecteur de film, on peut s'en servir comme lecteur MP3, on peut jouer à des jeux 3D, et pas n'importe lesquels, des bons gros jeux 3D bien gourmands. Donc ça c'est possible. Donc, pendant ce temps-là, je vais continuer à lancer le jeu Modern Combat 4 du studio Gameloft, de l'éditeur du studio Gameloft. Donc bon, primo, comme je vous l'évoquais, c'est un téléphone qui peut parfaitement convenir et qui conviendra d'ailleurs parfaitement, c'est même pas peut-être, c'est certain, à une utilisation de particuliers exigeants. C'est sûr. Mais c'est un téléphone qui peut aussi convenir à des professionnels. Grand écran, agenda, gestion de boîte email, navigateur GPS, navigateur internet, autant d'utilisation que les professionnels aiment bien faire de leur smartphone, autant d'utilisation que les professionnels aiment bien faire avec un smartphone de 5,5 pouces, ce qui est le cas ici. Donc voilà, on est sur un téléphone qui conviendra parfaitement et aux particuliers et aux professionnels. Alors, ne pourra pas convenir aux deux univers en même temps parce que de toute façon c'est pas un double SIM. La force des doubles SIM par rapport au simple SIM tel que celui-ci, c'est que dans un double SIM on peut glisser deux SIM, forcément c'est son nom qui l'indique, et on peut gérer une ligne pro ou une ligne perso. Là pour le coup on choisira entre son perso et son pro, mais quoi qu'il en soit c'est un téléphone qui convient à toutes les utilisations. Il est extrêmement polyvalent en soi. Et alors vous allez le voir, donc là j'ai lancé Modern Combat 4, bon vous allez aussi voir que je suis extrêmement bon joueur. Donc non pas parce que je suis extrêmement susceptible quand je perds, mais tout simplement parce que je suis très très mauvais en jeu sur mobile. Voilà. Mais voilà, effectivement, on n'a absolument aucun problème à jouer à un Modern Combat 4. Ça lag pas, il n'y a absolument aucun souci. Alors je sais pas ce que je suis en train de shooter parce que, aïe, vous aussi vous avez des reflets dans l'écran, c'est superbe. Trop de luminosité. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les conditions de tournage de cette vidéo ne sont pas exceptionnellement bonnes aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que oui, Modern Combat 4 tourne sans aucun souci sur ce téléphone. Bien évidemment, je peux lancer aussi Asphalt 7, c'est ce que je vais faire à l'instant, et encore mieux que Modern Combat 4, puisque Asphalt 7 est moins gourmand. Petite phase de nettoyage. Asphalt 7 est encore moins gourmand que Modern Combat 4, donc forcément ça tourne encore mieux, mais ça me permet de vous montrer encore un jeu 3D supplémentaire. Voilà, donc je laisse tout simplement le téléphone faire son petit travail et démarrer le jeu. Asphalt 7, voilà. Pendant ce temps-là, je me permets de boire un petit verre. Alors ça va, ça s'est pas trop entendu à la caméra. Et alors voilà, Asphalt 7. Un jeu de course 3D qui est sorti déjà depuis plus d'une année et demie, donc c'est pas forcément le jeu le plus récent qui soit, mais ça fait toujours partie du top 100 des jeux vendus sur le Play Store, le Google Play, et de mémoire ça fait même partie des 10 premiers. Donc c'est pour vous dire que ce jeu marche toujours très très bien au niveau de sa commercialisation. Maintenant j'attends juste le 8 qui était prévu cette année, donc on est toujours en juillet 2013, donc on est toujours dans l'année 2013, hein. Mais voilà, cette fameuse version 8 se fait un peu désirer. Donc un jeu qui tourne à merveille, forcément en termes de performance, et vous l'aurez remarqué, avec un écran comme ça, voilà, on peut avoir que du très bon jeu. Bon là je conduis n'importe comment, c'est aussi pour vous montrer que n'y a pas de sentiment de lag. Voilà, quand je heurte un lampadaire ou un objet, le téléphone ne ralentit pas, hein. Il n'y a pas de sentiment de saccade, l'image est extrêmement fluide. Donc allez, je vais le dire aussi, c'est même pas quasiment, c'est une console de jeu. C'est-à-dire qu'avec un téléphone comme ça, je vais être précis, hein, à quoi bon s'embêter avec une PS Vita, quoi? À quoi bon prendre une Nintendo 3DS, enfin DS, quoi? Franchement, honnêtement, une console de jeu portable ne peut pas rivaliser avec ce genre de téléphone. C'est vraiment un téléphone qui est performant et permet de jouer à des super bons jeux avec un superbe écran. Alors je vous l'ai évoqué, donc on peut lire des films, on peut lire des MP3, on peut lire des jeux vidéo, en tout cas on peut jouer à des jeux vidéo, et franchement les consoles de jeux portables peuvent aller se rhabiller parce que ce téléphone n'a absolument rien à craindre au niveau de la comparaison, au contraire. On est sur un téléphone qui est bien évidemment, et là c'est une autre question d'usage, doté d'un appareil photo. Et alors pour le coup l'appareil photo est un 13 mégapixels qui prend de très bonnes photos. Alors là j'aurais du mal à vous montrer un bon sujet de photo, donc forcément qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais prendre mon Nexus, et ce qui n'est pas forcément un sujet extrêmement intéressant à photographier, mais bon, tout ça pour vous dire que oui, le capteur photo est un 13 mégapixels qui prend des bonnes photos, qui en plus permet de filmer ici, lorsque je switch avec ce petit bouton, de filmer en 1080p.
donc c'est du Full HD, qui en plus, donc l'appareil photo principal qui est celui que vous avez à l'arrière avec son flash LED est un 13 mégapixels qui prend des très belles photos, mais qui de surcroît est en plus doté de cette... Alors non seulement il est autofocus, particularité là j'ai du mal, je m'y perds, mais ce que je voulais vous montrer c'est qu'il y a une caméra frontale. Voilà, et la caméra frontale, elle pour le coup est une... Alors là on est en train de voir la caméra qui est en train de filmer le téléphone qui est lui-même en train de filmer. La caméra frontale est une 2,1 mégapixels qui permet de faire de la visio. Alors à côté de ça, bien évidemment, on a toutes les fonctions habituelles d'un téléphone sous Android. On a un mode automatique, on a un mode qui peut être débrayé en HDR, panorama, VR, panorama, etc. Rafale. Bon, vite, voilà, celui-là est pas mal parce que ça vous permet de prendre une séquence photo tout autour de vous, de faire une sorte de sphère. Ok, donc ça c'est sympa. Là je suis juste en train de vous montrer rapidement tous les différents modes de photos que l'on a. HDR qui permet de prendre en fait une séquence de photos et de recomposer la photo avec la meilleure qualité. On peut prendre des rafales, voilà. Bon, c'est pas forcément très transcendant en soi. Et quels sont les autres paramètres que l'on peut avoir sur ce téléphone? Voilà. On peut éditer, capture vocale, ok, bon ça permet de prendre un petit son avec sa photo, mise au point automatique, on peut la débrayer, résolution on peut la décroître si vous avez envie de stocker plus de photos encore sur la mémoire de stockage de votre téléphone, mais vraiment avec ce genre de mémoire, rappelons-le qu'il en a pour 10 Go en interne de base, et puis vous pouvez ajouter une 64 Go en mémoire micro SD. Honnêtement, je ne suis pas certain que vous ayez besoin de descendre la résolution de la photo, de l'appareil photo, parce que vous ne gagnerez pas grand chose, et puis vu la mémoire que vous aurez, ça ne sert pas à grand chose non plus. Bon voilà, vous avez tout un tas de paramètres qui vous permettent de gérer le mode photo de votre téléphone. Bien évidemment une petite galerie qui permet de gérer la galerie. Voilà, hein, c'est l'incontournable. Et bien voilà, tout ça pour vous dire quoi? Et bien tout ça pour vous dire que finalement l'appareil photo de ce téléphone est un très bon appareil photo. À tel point que ce 13 mégapixels fait selon moi partie des meilleurs capteurs photo pour des smartphones. À l'heure actuelle, c'est... alors certes, je fais une petite parenthèse supplémentaire dans la parenthèse, on n'est pas au niveau de qualité par exemple de l'appareil photo d'un Nokia Lumia 920-925 qui prend des photos exceptionnellement bonnes en milieu sombre. Ça c'est le premier point. On est sur un, par contre, très bon capteur photo 13 mégapixels. On n'est pas non plus sur la finesse de détail du capteur ultra pixel de l'HTC One, mais qui d'un autre côté ne fait que 4 mégapixels, mais qui a une image plus nette, mais plus petite. Quoi qu'il en soit, voilà, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur un très bon capteur photo, qui a une bonne finesse, un piqué assez sympathique, qui permet de prendre des bonnes photos lorsqu'il y a de la lumière, qui permet d'essayer de compenser le manque de lumière avec un flash, mais qui forcément a une portée courte, donc il ne faut pas trop lui en demander, mais quoi qu'il en soit, ce capteur photo rivalise parfaitement avec des capteurs photo 13 mégapixels d'appareil photo compact dédié. Si ce n'est que forcément ici, on n'a pas d'objectif physique, optique, donc forcément, lorsque vous les zoomez, vous allez zoomer avec du zoom numérique, donc ça va dégrader la photo, la qualité de la photo. Mais tout ça pour vous dire que ce capteur photo est un vrai 13 mégapixels qui prend de bonnes photos. Des vraies bonnes photos. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, donc dans la parenthèse et encore dans la parenthèse, sachez que sur l'article qui sera publié sur le blog de Top4Phone, donc top-for-phone.fr, donc une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo, et bien sachez que dans l'article test de ce fameux téléphone, vous avez un échantillon photo réalisé avec le fameux LG Optimus G Pro et qui vous montrera que oui, c'est un appareil photo qui prend des bonnes photos. Voilà. Donc, dernier point sur lequel j'aimerais arriver, avant d'arriver justement à la conclusion à son tour, donc c'est le dernier point de cette partie usage, c'est la batterie. Alors le téléphone est doté d'une batterie de 3140 mAh. 3140 mAh, c'est cette fameuse batterie que je vous ai montré tout à l'heure lorsque j'ai ouvert le cache batterie, que je retrouve juste la fente, voilà, exact, et voici cette fameuse batterie. 3140 mAh. L'ion. Alors tout ça pour vous dire quoi? Si je vous remonte la batterie, si je vous évoque sa capacité, c'est pour vous dire quoi au final? Tout simplement que c'est une batterie qui est extrêmement intéressante sur un phablette. Honnêtement, il y a encore des phablettes de 5 pouces qui sortent avec des batteries de 2000 mAh, ce qui est pour moi assez étonnant en soi. Ici, on a une batterie de 3140 mAh sur un téléphone de 5,5 pouces. Dans l'absolu, lorsque vous avez une utilisation, on va dire normale, une demi-heure d'appel par jour, une demi-heure de SMS, une demi-heure de web, à la rigueur une demi-heure de MP3. Bon, cette batterie vous permet de tenir largement 2 jours. C'est un téléphone qui peut dépasser les 2 jours d'autonomie, comme le Samsung Galaxy Note 2 d'ailleurs. Donc, un bon point. Mais
ce vers quoi je veux venir, ce que je veux vous dire, c'est que ce téléphone est tellement puissant, avec un écran tellement attractif, tellement attirant, que finalement, la chose est que l'on a finalement tout le temps envie de l'utiliser. C'est là la chose, c'est ce que je veux vous dire. C'est que certes, on a une batterie ici qui fait 3140 mAh, ce qui est dans l'absolu une grosse batterie, on ne peut pas dire le contraire. Cependant, ce téléphone est tellement addictif, tellement attractif, tellement attirant, tellement séduisant. Vous voyez, j'utilise beaucoup de superlatifs, beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Mais tout ça pour vous dire que oui, ce téléphone est tellement sympathique que oui, on a envie de l'utiliser tout le temps. Oui, on a envie de regarder des vidéos tout le temps. Oui, on a envie de jouer à des jeux tout le temps et des gros jeux 3D. Et bien forcément, au final, on est sur un téléphone qui, parce que vous avez toujours envie de l'utiliser, et c'est le but de ce téléphone, va forcément perdre de l'autonomie. Et vous allez certainement tomber à une journée d'autonomie parce que vous allez finalement être tout le temps rivé dessus, tout le temps en train d'allumer l'écran, tout le temps en train de regarder vos mails, tout le temps en train d'aller sur Internet, tout le temps en train d'envoyer des SMS, etc. Autant de choses qui font que votre téléphone, forcément, par votre usage qui va être intensif, va voir son autonomie réduire, fondre comme neige au soleil. Donc c'est là la particularité, on est sur un téléphone qui peut tenir plusieurs jours en autonomie, encore plus s'il est en veille, mais même en utilisation on va dire normale, mais finalement, du fait que son utilisation ne va pas être normale, du fait que vous allez toujours vouloir l'utiliser pour des jeux et autres, et bien forcément vous allez perdre de l'autonomie. Voilà, vous m'aurez compris, un téléphone extrêmement addictif. Et voilà, donc c'était le dernier point finalement de cette partie usage, et c'est désormais cette petite conclusion que nous allons faire, et ma recommandation sur ce téléphone. Alors, est-ce que je vous recommande ce téléphone, oui ou non? Je pense que vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo. Oui, je vous le recommande. Je vous le recommande à la condition d'avoir un budget relativement conséquent. Oui, si vous avez un budget de 600 € mobile nu, forcément vous allez être extrêmement intéressé par ce téléphone. En tout cas, je vous le recommande sans aucun doute. Après, il faut voir si vous l'utilisez en modèle subventionné, en tout cas si vous l'achetez en modèle subventionné, auprès d'un opérateur qui éventuellement aurait pu l'intégrer à son catalogue, et à date, aucun opérateur ne l'a encore intégré à son catalogue, il n'y a que des e-commerçants qui l'ont intégré. Donc si vous jouez la carte de la subvention avec un opérateur qui l'intègre, bon, soit. Ça peut être intéressant, tout dépend de votre forfait qui lui-même peut avoir un certain coût, un coût certain, qui peut être un peu élevé. Mais tout ça pour vous dire que pour 600 €, c'est un mobile qui en donne pour son argent. On est clairement sur une tranche qui est celle des ultra haut de gamme. On est sur un mobile, je le rappelle, qui concurrence du Sony Xperia Z, qui vaut 600 €, du HTC One, qui vaut 600 €, du Samsung Galaxy S4, qui vaut plus de 600 €, de l'Apple iPhone 5, qui vaut plus de 600 €. Bon, voilà, je vous ai cité tout un tas de concurrents ultra haut de gamme qui sont dans la même catégorie que ce téléphone. Et pour moi, oui, ce téléphone en donne pour son argent. Donc concrètement, je reviens sur cette notion-là. Oui, je vous le recommande. Je vous le recommande forcément si vous avez le budget. Vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais forcément, oui, c'est un téléphone qui coûte cher. Oui, c'est un téléphone qui en donne pour son argent. Si vous avez le budget, prenez-le. Si vous n'avez pas le budget, forcément, vous ne pourrez pas le prendre. Si vous ne pouvez pas le prendre, il y a d'autres alternatives qui sont très sympathiques. Nexus 4, je reviens là-dessus, c'est la 10e fois que je vous le montre, qui est une alternative LG de très très bonne qualité, très satisfaisante pour un budget moindre. Mais si vous pouvez vous lâcher, si vous pouvez ouvrir votre portefeuille, cramer votre carte bleue, eh bien n'hésitez pas parce que vous serez extrêmement satisfait par ce téléphone. Parce que oui, vous l'aurez compris, pourquoi je vous dis que vous serez extrêmement satisfait par ce téléphone? Eh bien je fais un petit résumé. On a un écran qui est juste superbe de par sa qualité, de par son contraste, de par sa luminosité, de par ses couleurs, de par sa densité de pixels, de par sa diagonale. On est sur un téléphone extrêmement performant, près de 20 000 points en tout, près de 10 000 points quadrantes, 56 FPS sur Epic Citadel. On est sur un téléphone qui pulse, qui envoie, qui coupe du bois, pour utiliser une expression que l'on va qualifier de triviale. Donc oui, on est sur un extrêmement bon téléphone. On est sur un téléphone complet, qui en plus a une partie software applicative qui est extrêmement sympathique, qui peut servir en plus petit gadget de télécommande, qui a une connectivité qui est juste exceptionnellement bonne, 4G, NFC, etc., quadribande, vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde sans craindre de ne pas capter avec le réseau local sur lequel vous allez vous calquer. On est finalement sur un téléphone qui répond à tous les besoins, voilà, qui est complet. On ne peut pas à date avoir mieux, on peut avoir semblable auprès de concurrents qui eux aussi font des ultra haut de gamme. Voilà, on ne peut pas avoir mieux parce que finalement tous les concurrents sont dans les mêmes eaux. Après c'est une question de design, après c'est une question de surcouche graphique, après c'est une question de matériaux utilisés notamment pour l'arrière. Il y a des concurrents qui utilisent du verre, il y a d'autres qui utilisent de l'aluminium. Celui-là utilise du plastique qui se raye mais qui peut être changé puisque c'est un cache-batterie qu'on peut enlever. Bon voilà, il y a des avantages et des désavantages. Ce téléphone est selon moi parmi l'un des 4-5 meilleurs du moment sur le marché hexagonal. On est sur un très 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 bon mobile que forcément je vous recommande à l'achat si vous avez le budget. Voilà, j'y reviens encore une fois de plus, mais c'est vraiment une question de budget.
Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était donc la conclusion de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné. Cette vidéo est, et c'est peut-être là où vous êtes en train de le regarder, publiée sur YouTube, notre chaîne étant Top for Fun tout attaché. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. On compte déjà plus de 10 000 abonnés. Vous en faites peut-être partie. Si c'est le cas, merci. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à nous retrouver sur notre site, notre blog top-fort-fun.fr. C'est peut-être là d'ailleurs où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter sur le site. N'hésitez pas aussi à commenter sur la chaîne YouTube. Enfin, on a un forum, donc n'hésitez pas à bien sûr nous retrouver sur ce forum et sur la section qui s'appelle Quel téléphone choisir. À savoir donc que si vous avez des hésitations encore sur le téléphone haut de gamme, ultra haut de gamme ou autre que vous voulez choisir, que vous devriez choisir, n'hésitez pas à nous poser votre question tout simplement là-bas, sur ce fameux forum, notre forum, le forum officiel de Top for Fun, accessible depuis notre site, accessible depuis la description de ce de la vidéo, sur YouTube. Enfin, deux autres choses sur lesquelles vous pouvez nous retrouver, Facebook et Twitter. Alors pourquoi je vous cite Facebook et Twitter ? Eh bien, c'est pas simplement pour le fait de vous citer qu'on est aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est tout simplement pour vous dire que sur Facebook, par exemple, je vous publie régulièrement, je vous donne régulièrement mon propre planning de test. Donc c'est sur Facebook que je vous dis quels sont les mobiles que je suis en train de tester et les futurs mobiles que je testerai. Donc vous pouvez aussi me faire vos propositions de test sur le Facebook, sur notre page Facebook, pardon. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, puisque Twitter nous permet également, alors je dis nous, c'est moi, mais aussi les autres testeurs de Top for Fun, car vous le savez, je ne suis plus tout seul, de vous proposer d'autres informations de type flash news, des informations sur la baisse de prix d'un mobile, l'arrivée d'un mobile au sein du catalogue d'un opérateur par exemple, etc., etc. Voilà, donc je récapitule, notre site, accessoirement que l'on pourrait qualifier de blog, puisqu'il s'agit bien d'un blog, notre forum, notre chaîne YouTube, notre Facebook, notre Twitter, autant d'endroits où je vous engage tout simplement à commenter, à me dire si cette vidéo vous convient, à me dire si le test est aussi poussé que ce que vous auriez voulu avoir. Pour une vidéo d'1 heure, j'espère que je vais aussi dans le détail, autant dans le détail que vous auriez pu l'espérer. N'hésitez pas également donc tout simplement à mettre des pouces verts sur la vidéo YouTube, à nous liker sur Facebook et tout simplement aussi à partager cette vidéo. N'hésitez pas à la publier autour de vous sur votre site si vous en avez un, à la dupliquer ou en tout cas pas la dupliquer parce que prière de la laisser là où elle est sur notre chaîne YouTube, mais en tout cas à la partager sur votre Facebook, etc. etc. Voilà. Donc vous l'aurez compris, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de nous retrouver sur tous les supports que je viens de vous évoquer. Encore une fois de plus, voilà, je me permets de le dire, mais merci d'avoir visionné une vidéo qui dure 1 heure et n'hésitez pas donc à commenter, lâchez-vous. Allez, à bientôt, ciao ciao.